Ok, ok, donc ouais, je démarre l'enregistrement. Donc, donc petit talk sur donc, tout ce qui est Nappy, Node.js Nappy. Ah, donc superbe slide d'introduction. Donc la Nappy, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, en fait, ça, c'est une API C qui nous permet de créer des add-ons natifs. Donc j'ai repris à peu près le texte de la documentation officielle, hein, au passage, pour éviter de faire trop d'erreurs et raconter de la merde. Mais en gros, par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que maintenant la NAPI, en fait, elle est totalement indépendante donc du runtime JavaScript, donc que ce soit V8 Engine, Chakra ou d'autres. Mais pour Node.js, c'est surtout V8 et Chakra. Ce qui va en comparaison en fait donc des vieilles API, que ça soit enfin quand on utilisait V8 et NaN là, c'est qu'avant on était obligé de recompiler quasiment à chaque nouvelle version de Node.js, enfin chaque version majeure. Donc maintenant c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable. On n'a plus à, avec la NAPI, on n'a plus à recompiler à chaque fois. Et donc voilà, ça va nous permettre donc de faire des add-ons natifs, donc comme avant, sauf que maintenant c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus maintenable quoi. Il y a un peu plus d'informations, enfin sur la doc officielle, il y a aussi, enfin ça part un peu plus loin sur les informations, mais après c'est, il y a des, enfin pas, notamment au niveau de l'application binary interface, mais je suis pas forcément, enfin je comprends, mais après dans certains aspects techniques, ça part un peu plus loin quoi, donc je voulais pas trop non plus faire d'erreur sur ce que je raconte. Donc ils n'étaient pas allés voir la doc Node.js Nappy, la doc sur officielle. Donc pourquoi faire donc déjà en premier temps bah, ça peut paraître bête mais exposer des librairies bas niveau qui sont écrites en C ou en C++, par exemple tout ce qui est driver genre SQLite qui sont quand même à la base faits en C de base quoi, donc les exposer de ce qu'on appelle un binding, donc c'est tout et n'importe quoi. Je crois que t'en as fait une Targos toi aussi, enfin t'as une lib, t'as exposé quelque chose, enfin bref ça peut être Non, tout. T'avais pas, ah, mais je pensais que t'avais fait un binding d'un truc pour les images. Ou je me suis peut-être, enfin c'était un autre truc, mais euh, il me semblait que c'était du C, enfin bref. Mais bref, ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit les drivers, donc comme dit, exposer des fonctionnalités système, donc c'est aussi des librairies, que ce soit sur Windows ou sur Unix. Pouvoir y accéder, ce qui est pas possible à partir de Node.js tout court, c'est impossible puisque c'est des librairies qui sont uniquement en C. Exécuter donc des codes, exemple arithmétique sans bloquer l'event loop. Donc ça, c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec les workers. Enfin, avec les workers, ça nous permettrait éventuellement de mieux répondre à cette problématique. Notamment en évitant de bloquer l'event loop avec un worker, mais ça reste, je pense, dans certains cas d'usage, ça reste quand même cool. Éventuellement, si c'est des gros codes ou qu'il y a beaucoup de chantiers, avec en même temps peut-être des appels à des API bas niveau. Ça, c'est toujours intéressant, je pense, de faire un add-on NAPI avec que ce soit C ou C++, enfin surtout C++, je pense. Ça reste assez simple, assez maintenable, je trouve. Enfin, ça reste, enfin, pour ceux qui font du C++, bien évidemment. Euh, mais voilà. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres trucs dans la liste. Enfin, si vous, il y a des trucs qui vous viennent comme ça. Moi, je fais un peu au feeling comme ça, mais ça me paraissait les trois points les plus importants. ouais. Peut-être aussi pour des questions, enfin moi je vois aujourd'hui peut-être des questions d'isolation aussi, enfin pour jouer avec. Après bon ça c'est un peu en dehors, en fait c'est ce que je l'ai pas mis parce que c'était un peu en dehors de la NAPI en fait, parce qu'il faut accéder à V8, mais pour faire des scopes isolés éventuellement pour isoler plus, parce qu'aujourd'hui sans les API de Realm c'est un peu compliqué, je sais que sur Slimayo on regarde quelques trucs pour isoler, on doit passer par des API, enfin, on doit refaire quelques codes natifs pour isoler certaines exécutions de code. Enfin, du moins, tant qu'ils auront, enfin, s'ils sortent pas les Realm, enfin, qu'ils évoluent pas là-dessus, ça pourrait servir à ça aussi.
Donc la NAPI, en fait, il y a un système de version, et j'étais en PLS parce qu'en fait, j'avais les badges dans Node Add-on API, ils nous donne des badges, et j'étais en mode V1, V2, V3, et j'étais en mode... Enfin, en fait, j'avais pas vu encore la matrix, elle est dans la doc en plus, hein, mais je l'avais totalement zappé. Donc je reviens dessus un petit peu aussi, parce que c'est pas forcément clair. Parce que moi, du coup, quand j'avais les badges, j'étais en PLS, j'étais en mode, bah, en fait, je sais pas si c'est V1, enfin, je me suis dit c'est V3, c'est forcément la dernière, mais c'était pas ultra clair, en fait, ce que ça voulait dire, donc, mais elles sont documentées dans la section version Matrix de la NAPI, et, mais grosso modo, enfin, la V3, c'est les dernières, en fait, on voit les versions, parce qu'il y a eu des évolutions majeures, en fait, sur la NAPI, et on voit un peu les versions compatibles, etc. Mais donc là, ça veut dire que dans Node 8, on n'a pas la V3. Ouais, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il me semble que, en fait, il y a eu des évolutions en fonction des versions là, donc on voit que l'étoile, ça veut dire que c'est pas stable. Enfin, il y a toute une description avec le tableau, mais en gros, il me semble que c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on voit en fait par rapport aux versions, c'est que là, on avait une API V1, et je pense qu'au-dessus de la version qui est là, en fait, on passe en V2, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, à partir de la 9.11, on passe en V3. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du tout la même version. C'est parce que j'ai pas suivi enfin, tu vois, la dev après NAPI, hein, pour être certain, mais je pense que ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'ils ont dû faire des refactoring un peu importants enfin, tu sais, sur les API, quoi, sur comment ça fonctionnait, quoi. Enfin, du moins des breaking change. Ouais. Et il y avait, leur étoile, c'est une stabilité. Alors, je sais pas après, parce que la V10, ils ont enlevé, enfin, ils ont dit qu'elle était stable, donc euh, peut-être parce qu'ils l'ont. Enfin, je pense qu'elle commence à être entre parenthèses, enfin, par rapport à ce qu'ils attendent, peut-être. Enfin, qu'il n'y a plus de gros refactoring majeur, peut-être. Bref, de toute façon, j'ai mis le lien. Enfin, il y a vraiment tout un gros paragraphe d'explication en dessous du tableau. Donc niveau installation, donc je vais surtout parler pour moi j'ai mon Ubuntu, enfin en tout cas enfin sur les OS, enfin j'ai plusieurs OS Linux etc. C'est assez simple, franchement c'est assez simple, il suffit d'installer la version 2.7 de Python qui est obligatoire même si vous êtes sur macOS et personnellement j'ai juste eu à installer Make et GCC. Alors GCC c'est pas obligatoire dans la documentation NodeGip, enfin après, c'est vous, vous pouvez choisir éventuellement la chaîne de compilation. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai utilisé comme il le conseille. Il conseille GCC. Donc, et ça marche bien. Faut Node.js aussi, bien évidemment. Je l'ai pas précisé, mais ça paraît logique. Et franchement, ça marche. En tout cas, sur mon Ubuntu, la WSL, ça marche ultra bien. J'ai pas de problème. J'ai pas eu de soucis de compilation ou de version de Python ou de quoi que ce soit. Euh, c'est sur Windows, on va y revenir, c'est beaucoup plus complexe. Mais franchement, sur mes Linux, j'ai eu aucun souci. Donc à ce niveau-là, je pense pas que. Enfin, tout ce qu'il faut, c'est suivre à peu près. Enfin, juste installer, être sûr de bien avoir installé ce qu'il fallait, surtout Python, la version 2.7, qui est importante. Et après ça, il faut juste suivre les instructions dans le NodeGip, qui est le lien qui est là. Et c'est assez simple, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de surprise, en tout cas, moi, de mon côté. Il n'y a pas eu de trucs bizarres. Et mes collègues non plus ont rien eu de spécifique. Sur Windows, c'est beau. Enfin, en fait, il y a beaucoup plus complexe et par rapport à mes potes dev, on a eu pas mal de soucis. Le premier truc, bah, tu sais, toi, c'était Romain qui avait tweeté là-dessus. Enfin, qui te l'a piqué. mais Mytho. mais maintenant, en fait, dans l'installeur Node.js, on a cette petite option pour installer tous les outils, que ce soit Python 2 et les Visual Studio Build Tool, et c'est pas mal, franchement. Enfin, en tout cas, moi, mes développeurs, ils ont quasiment tous fait ça, et c'est hormis enfin, une fois où ça a fail, et il a fallu faire autre chose. Mais la plupart du temps, mais c'était un moment déjà, c'était il y a quelques mois. Mais la plupart du temps, genre là, ces derniers temps, on a réinstallé des postes et tout, genre ça marche nickel Chrome, tout fonctionne après, enfin ça fait le café, ça lance des consoles, ça installe tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est la solution, enfin que je conseille le plus quoi pour ceux qui veulent.
se lancer sur Windows, s'ils ont un Windows et qu'ils veulent se faire un add-on NAPI, c'est de directement sur l'installation de Node.js, cocher cette case et ça va leur faire, même si après ils utilisent NVM ou quoi que ce soit, euh, le faire en moins une fois pour que ça les installe, quoi. Parce qu'une fois que c'est installé, après c'est bon, quoi. Au pire, en deuxième place, il y a Windows Build Tool. Et là, quelquefois ça marche en fait. En gros, Windows Build Tool ça passe genre 50% du temps. Enfin, vous avez ça, une chance sur deux que ça fonctionne. C'est ça quoi. Enfin, genre sur les plusieurs postes, c'est une chance sur deux. Si, je pense que ce qui peut jouer, c'est quand il y a déjà des choses d'installer. Ça fout un peu le bordel. Donc éventuellement, en dernière étape, faut voir. Il y a une instruction NodeGip, mais il faut installer les Visual Studio à la main. Enfin les builds, l'outil de téléchargement pour installer tout ce qui vous indique dans la doc à la main. Mais avec les deux premiers, c'est rare. C'est vraiment genre. Enfin, nous, ça nous est arrivé une fois que ça arrive. Et c'était sur un poste où il y avait déjà pas mal de bordel et qu'il y avait déjà eu des projets en C, etc. Donc je pense qu'il y a eu des collisions avec d'autres trucs. Mais c'est rare, mais ça peut arriver qu'on ait allé tous les installer à la main, quoi. J'aimerais juste rajouter un truc, si je Ouais, peux revenir, par rapport à la première solution. ouais, Pour maximiser les chances que ça marche, il faut avoir un Windows qui est complètement à jour, donc il n'y a pas de ouais, Windows d'accord. Update en attente. Yep, Il yep, y, yep. y a beaucoup de monde qui ont eu des soucis parce qu'ils n'avaient pas les dernières updates. Ok, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, ça se trouve, maintenant que tu le dis, tu vois, je sais même pas, tu vois, s'il avait les. Enfin, c'était le PC de mon collègue à l'époque, là, il y a eu un bug, je sais même pas s'il était à jour sur ses Windows, tu vois. Donc, c'était peut-être possible que ça ait été ça, mais en fait, c'était le tout début aussi. Enfin, c'est genre, on a dû le faire, genre, quelques jours après que la news a été sortie, donc je m'étais dit aussi, ça se trouve, enfin, il y a eu un bug ou. Enfin, Au tout début, il y avait un autre problème. donc, ouais, bref, depuis, je pense que ça doit être un peu plus stable quand même. Enfin, ça, il y a dû avoir quelques fixes. Euh, donc, ouais, au niveau des configs, il faut faire pareil, Windows, il faut faire ultra attention. On a déjà eu les problèmes, surtout enfin, sur les postes où il y a ceux qui ont déjà fait du Python avec Python 3. Euh, il faut donc déjà vérifier que NPM il est bien la version, une version 2. Donc moi, il l'a pris des Windows Build Tool à l'époque où je l'avais installé. Mais il faut vérifier qu'il est bien cette version parce que des fois, quand on lance les commandes avec NPM, du coup, il va se baser sur la version Python de NPM. Donc il faut bien vérifier qu'il y a la config là-dedans. Ça, c'est pareil, c'est dans la doc de notre Git. Et bien vérifier, soit avec une commande wish sur Windows, ça m'est arrivé, mais vérifier que l'exécutable, le binaire Python, enfin quand on appelle Python, la commande Python, elle pointe, enfin en tout cas c'est mon conseil, c'est qu'elle pointe vers Python 2, parce que notre GIP, la plupart du temps, quand on l'exécute, il cherche le binaire Python, et il attend une version 2, et c'est problématique, enfin parce que nous, ça nous est arrivé que quelqu'un faisait du Python, enfin, et utilisait avant la version 3, et du coup, ça a bugué, quoi. Enfin, D'ailleurs, il y a quelque chose de prévu pour que notre Jeep passe vers Python 3, vu que Python 2 va être déprécié complètement bientôt. je pense que le projet, c'est d'enlever Et, GIP. Plutôt. non, 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 il y a des gros travaux en ce moment. Il y a un Suisse d'ailleurs qui est en train de contribuer énormément à Node pour que toutes les dépendances Python elles soient compatibles Python 3. Ah bon? Ça Putain. avance. D'accord. Et j'aurais pensé qu'ils auraient viré GIP plutôt. C'est impossible, il y a tout Ah ouais? l'écosystème Ouais. qui est basé dessus. Bah après, moi, enfin, si c'est pour parler un peu de ça, genre, enfin, moi, personnellement, je trouve, enfin, je sais pas après quel est le problème exactement, tu vois, mais en tout cas, enfin, moi, ça marche plutôt bien, enfin, je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois, en l'état, quoi, genre, donc, Ouais, non, bah, le seul problème de Jeep, c'est que c'est un projet Google qui a été abandonné par Google et il n'y a plus personne qui le maintient. ouais, il faut dire, quand tu vois le. Et voilà, c'est juste ça. Donc quand il y a des bugs, c'est chaud de trouver quelqu'un qui comprend assez bien le code pour les fixer. Ouais, ouais, je vois le délire, c'est le bordel. Ok, ok, ouais. Euh, donc la structure d'un projet NAPI, NAPI. Donc la structure elle est plutôt simple. Le fichier le plus important forcément c'est le binding.gip. C'est vraiment c'est ce qui va définir tout le comportement au niveau de la compilation, s'il y a des exceptions en fonction de l'OS, etc. D'ailleurs effectivement c'est vraiment
enfin, au niveau, enfin, parce que du coup, j'ai pris le temps de lire toutes les documentations sur le format, et il se passe vraiment des trucs mystiques dans les fichiers .gif, il y a des fusions, des merges, c'est vraiment, s'il se passe des trucs de ouf. Donc il y a des fichiers, les fichiers header forcément, notamment pour les pré-builds et tout, s'ils sont pas là aussi, ça peut poser problème. Et puis dans l'éditeur, en tout cas sur VS Code, pour avoir la complétion. Et votre fichier C forcément, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a rien d'autre de spécifique quoi, à avoir besoin. Donc, création d'un projet en ligne de commande. Donc, en gros, cette semaine, enfin, moi, personnellement, j'ai énormément travaillé cette semaine pour essayer de... Donc, j'ai créé 2 packages qui s'appellent... donc, c'est moi qui les ai créés. Donc, il y a Nappy Headers et Gipcly. Et donc, en gros, Nappy Headers va nous permettre de télécharger tout ce qui est headers, enfin, tous les headers, en fait, dont on a besoin, que ce soit pour la Nappy ou le Node Add-on API qui est pour C++, c'est ce qui nous permet de faire du C++. Et le Gipcly, je l'ai créé. Alors, c'est encore un prototype parce que Nappy Headers, ça va, franchement, il marche plutôt bien. On peut télécharger par version spécifique, etc. Il est plutôt complet là en l'état. Il y a même une API qu'on peut utiliser soi-même si on veut les télécharger par code. Par contre, Gipcly, c'est un prototype parce que c'est un peu relou au début de créer le fichier binding.gip. Donc j'ai créé pour le moment, il nous permet d'initialiser un fichier, il va chercher les headers et les fichiers de lui-même ou éventuellement les librairies que vous avez installées et il va créer un fichier initial quoi. Mais à terme, j'ai des idées, je suis en train de mettre plusieurs idées pour pouvoir faire des mises à jour, mais ça va évoluer quoi. Il y aura plus de features à terme sur le truc, j'ai quelques idées sympas pour que ça soit un peu plus productif. Donc grosso modo, je vais aller sur ma console après pour vous faire la démo, mais tac, juste que je sorte de mon full screen. Donc commande de base donc on initialise le package.json. .json. JSON. C'est comment donc après, donc avec la commande node id, on peut donc là je lui dis en gros tu me télécharges les headers Nappy. Donc là, il va se baser sur la version de Node.js que j'ai installée. Mais si je voulais lui préciser une version, je peux lui donner en fait la version de Node.js que je veux. Il va aller chercher les headers de la version en question. Donc numéro de version qui doit correspondre au release Node.js. Donc par exemple, on pourrait... il n'y a pas que des numéros de version en semver, il y a d'autres trucs genre last, etc. Là, voilà, il m'a créé un dossier par défaut quand le dossier include il n'existe pas, il me le crée. Mais on peut aussi, il y a des options pour préciser quand on a déjà quelque chose ou un autre dossier, on peut lui préciser le directory comme ça par exemple aussi. Bref, c'est flexible. Donc là on va créer j'ai juste créé le binding.cc. On va créer je l'ai pas mis, mais bien évidemment, il va nous falloir un fichier JS au bout d'un moment, quoi. Et donc, je vais faire mon gip init. Bam, donc on voit, il m'a généré. Donc, c'est à peu près le format, on verra juste après. Mais en gros, j'ai le nom de mon projet. Donc, ça, éventuellement, vous pouvez le changer si besoin.
Donc le fichier source, donc il a détecté binding.cc, donc il recherche dans tout le, sauf les nodes modules, tout ça, mais en gros il recherche en récursif tous les fichiers. C'est-à-dire si vous avez un SRC, vous avez des dossiers, des fichiers aussi dedans, il va les inclure. Et include-dir, donc il a détecté include, donc il va nous le mettre par défaut. Et si plus tard tu ajoutes des fichiers, tu peux réexécuter la commande pour En gros, mettre à jour ouais, en le truc. gros, enfin c'est pas le cas là maintenant parce que j'ai pas eu le temps et parce que ça, enfin j'avais d'autres trucs à faire, mais en gros t'as une commande update et quand tu l'exécutes, il va être capable d'aller, enfin il va te faire la différence. Alors pour le moment je sais pas trop, parce que je me demande si je pose la question ou pas, si tu veux inclure. Enfin tu vois, il y a des questions que je me pose, mais en tout cas il va y avoir une commande update qui va permettre justement de faire, enfin d'aller mettre à jour après coup automatiquement. Enfin, dans la mesure du possible, quoi. Après il y a des trucs, enfin, tu vois, il y a plein de choses que, enfin, forcément, faut le faire à la main parce que. Mais c'est vraiment juste histoire de pouvoir très vite en ligne de commande bootstrapper enfin, le fichier, ne pas avoir à ouvrir parce qu'en plus, il y a deux, trois trucs chelous. Enfin, c'est un peu plus relou à la main alors que la structure de base, finalement, on a toujours la première target. C'est toujours classique, quoi. Il n'y a rien de très compliqué, donc ça permet déjà de s'affranchir de ça, quoi. Même si c'est pas grand chose, c'est l'histoire d'une minute, quoi. Mais donc derrière je vais mettre notre GIP en dev dependency parce qu'on n'utilise pas des dépendances globales, quoi. Voilà, pas prendre un café autant que ça s'installe. Ok. Et donc notre GIP build, alors ça c'est un package de Macintosh, si je dégomme pas son pseudo. Donc en gros c'est un package qui va nous permettre d'aller charger automatiquement les points nodes, c'est-à-dire plutôt qu'aller le chercher à la main. Il me semble qu'avec Nan c'est binding le package ou quelque chose comme ça que ça s'appelle. Mais en tout cas Macintosh en a refait un spécialement pour la NAPI. Et il va chercher automatiquement, il va soit chercher dans la release normale le point node, soit il va aller aussi, s'il ne trouve pas une release normale, il va aller chercher dans les pré-builds qu'on verra après. Il va regarder si une pré-build est disponible et il va charger la pré-build si nécessaire, quoi. Mais on verra justement après dans l'index.js, on va faire ça. Ok, cool. Donc là on voit tous les headers, hein, combien a été téléchargé. D'ailleurs maintenant il y a les JS natives, je me suis fait avoir en fait. Dans les dernières versions de Node.js, ils ont rajouté ces deux headers qui n'étaient pas présents avant. Et ils sont importants. Tac, tac, tac. Alors pour le code, je vais reprendre parce que sinon on sait on va y passer une heure. Je vais reprendre un exemple justement qui vient de Macintosh, c'est lui qui l'a fait. Pour vous faire un peu une petite démo. On va passer sur le code, hein, mais c'est pour éviter d'avoir à tout réécrire. Ce que j'aimerais. Donc c'est l'exemple qui est là, j'ai là sa page. Hein. Tac, donc, Mathias. Super chose. C'est l'exemple vient de lui et on reparlera un peu. Il a fait un package aussi qui s'appelle Napi Macro qui est pas mal cool. Donc en gros là, donc on a une fonction. Donc par défaut, on va surtout aller en premier temps, peut-être ici vite fait. Tac. Donc là, on a juste un define qui va nous permettre de gagner un peu de temps. Et donc là, on a vite fait, on a une fonction init. Donc ça, c'est un peu, en fait, c'est notre export, quoi. On a le nom de notre module et on exporte. Ça, c'est notre définition d'export, quoi. Et en gros, on va rajouter à chaque fois notre méthode, donc add
à l'objet export. Donc en C, c'est un peu, enfin, ça prend pas mal de lignes et c'est très verbeux. On reviendra, on verra sur en C++. Enfin, c'est quand même la vie en C++, ça permet de faire les choses beaucoup plus simplement. Mais grosso modo, ce que ça fait, c'est qu'on a la NAPI value export. En fait, c'est notre objet export, quoi. Si on a une image un peu à la Node.js. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est de définir une propriété sur l'export en lui ajoutant, bien évidemment, notre fonction qu'on a créée ici, quoi, qu'on a déclarée ici. Donc, fonction add qu'on récupère justement ici, quoi. Donc, voilà, donc c'est assez... c'est pas très compliqué, il faut se taper un peu toute la doc NAPI, mais ça prend surtout pas mal de lignes. Donc le statut à chaque fois c'est un statut, donc à chaque fois qu'on utilise une méthode NAPI, n'importe quelle soit la méthode, elle va tout le temps nous retourner un statut. Donc par exemple là à chaque fois on va vérifier, on va faire une assertion pour dire est-ce qu'il est réellement NAPI awk, quoi. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a eu un problème, donc ça va throw une erreur. Et on a une fonction add. Donc typiquement qui est ultra simple, mais on voit que bon, c'est déjà, enfin en C pur, ça prend pas mal de lignes, mais qui va juste faire une addition de deux nombres, quoi. Et donc là, grosso modo, en fait, on récupère, on vérifie le nombre d'arguments, donc rien de très ouf. Là, on peut trop une erreur, donc là, on voit il y a type erreur. On return nul, ça c'est important aussi. Enfin, moi je me suis déjà fait avoir, c'est quand vous faites trop des erreurs, ça veut pas spécialement dire que ça arrête le code au niveau du C, ça va trop une erreur côté JavaScript, mais éventuellement l'exécution du code ici elle va continuer, donc il faut pas oublier de retourner, returner ici des nuls ou des valeurs, enfin pour arrêter l'exécution du code, quoi. Sinon ça va devenir le bordel. En gros là après donc il va récupérer, donc avec cette fonction il a réussi à récupérer donc ces arguments de sa fonction et il va vérifier les types de ces fonctions, donc si c'est des numbers à chaque fois, des nappy numbers. Je passe vite fait dessus parce que en C c'est vraiment en fait c'est grave verbeux, c'est j'en ai pas, dès que j'ai fait du C++, j'ai un peu arrêté parce que j'avais des codes de mon côté qui faisaient plusieurs centaines de lignes pour pas grand chose. Et NAPI, bah là on voit qu'en fait du coup il va récupérer ses valeurs dans ses arguments, donc il va récupérer les valeurs en double à chaque fois dans value 0 et value 1. Et à la fin il va effectivement créer donc un nouveau double JavaScript en additionnant value 0, value 1. Ce qui va lui donner donc sa value c'est sum et il va donc la retourner, quoi. Donc là on a fait une addition A plus B, quoi, grosso modo. Ici je fais pas de bêtises. Hop. Donc préalablement avec notre Git, ce qu'il faut faire c'est de donc faire un configure. Donc le configure, ce qu'il va faire, donc là le configure en fait il a déjà mes headers, mais s'il n'a pas les headers, etc., il va aller les télécharger, enfin il va récupérer tout ce qu'il faut et donc créer le dossier .build ici. Donc faut pas oublier aussi de le virer éventuellement du Git et du NPM, enfin dans les exceptions, ce que je me suis déjà fait avoir aussi. J'ai totalement zappé, donc pensez à retirer le dossier build. Une fois qu'on a fait cette commande, du coup, on va pouvoir donc faire la commande build qui va aller build le code. Quand les démos se passent bien. J'ai dû zapper un truc. Ah, absence de point virgule.
pas modifié plus. On dirait que t'as effacé quelque chose. Ouais, par rapport à son exemple, j'ai peut-être fait une connerie. Parce qu'en fait, je l'ai un peu testé sur un autre projet. Et j'ai peut-être, sans faire exprès... quoique, en fait, je sais même pas si c'est... Non, c'est même pas... Tu vois, en fait, je me suis gouré. C'est même pas de là que je l'ai fait. Et je vais reprendre cet exemple-là en attendant. Je sais plus de quoi. J'ai dû le récupérer d'un dépôt Node.js où j'ai dû faire une modif à la con. Excusez mon niveau en C. Je déteste le C. C'est... Donc celle-là, en fait, c'est un hello... Enfin, c'est grosso modo, c'est un hello world, quoi. Enfin, il n'y a rien de très idem. Pas très compliqué non plus. Je vais refaire un configure par précaution. C'est bizarre ça. Pourquoi il me dit qu'il manque quelque chose? Ça me paraît bizarre, je pense pas que ce soit... C'est pas ton code en fait. Leader Ah peut-être. bah si, ligne 35. C'est vraiment effet démo. Hein, parce que je les ai testés juste avant, tu vois. Je voulais être sûr que ça ne faille pas. Ça me paraît grave bizarre. Absence de point virgule. Avant, c'est avant tiret. C'est ultra clair. Si les erreurs des compilations. En fait, aussi, le problème du C, c'est que là, ton ligne 35, t'as mince, une macro. Et du coup, en fait, c'est avant le compilateur C. T'as le préprocesseur Ouais. qui processe par la ligne de code. Et pour le débugger, c'est un peu la misère. Mais la macro, elle vient du header NAPI, donc elle doit pas avoir de bug la macro. Bah, la macro, non, mais regarde, genre, peut-être que les paramètres sont mauvais. Et si les paramètres sont mauvais, ça te fait un bug de l'espace parce que ça te dit qu'il y a une erreur dans un truc qui en fait c'est ailleurs l'erreur, vu Ouais, que t'as le préprocesseur qui va remplacer toutes les macros et après t'as le compilateur qui dit ah mais maintenant il y a une erreur, mais en fait c'est avant qu'il aurait dû pouvoir trigger l'erreur. Je vais vérifier aussi si c'est pas le nom du projet. En fait, il faudrait imprimer le code après le préprocesseur, mais personne ne sait faire ça sur Windows, je pense. Bah normalement c'est en tout cas c'est CPP la commande pour trigger le préprocesseur, donc si on peut le trigger sans la suite de la compilation. Ouais, enfin, le feeling de ouf. Mais ouais, en fait, je me suis dit que c'était le nom du projet qui le faisait tilter par rapport... parce que dans le binding, il a repris Nappy Project et il y avait un tiret dans le nom. Et je me demande si... Je pense que il a pas très bien supporté. Je vous avoue que j'ai jamais fait un nom de projet avec un tiret. Je retesterai, mais ça se trouve, c'est pas supporté. Enfin, je revérifierai, mais je me suis... Quand ça a parlé de tiret, je sais pas, j'ai pensé à ça et bonne intuition, quoi. Bref, mais c'est pas du tout intuitif, quoi. Genre, c'est c'est pour trouver. Bref, donc du coup, là, en fait, on va appeler notre code. Donc, bon, là, c'est pas c'est pas un add, mais c'est pas grave. Et donc, on va utiliser donc, notre git build et on va lui passer, en fait, dir name. Donc, en gros, on lui dit, en fait, recharge notre binding à partir donc, du dir name. Il va donc se débrouiller tout seul, en fait, pour aller le charger comme il le faut. Et il me semble que... Je dois juste lui passer une chaîne de caractères, apparemment.
C'est ça, non? Il récupère un argument. Ouais, un string UTF-8. Ok. Donc là, vu qu'on a build, normalement, j'ai juste à exécuter mon index. Yes. Ça retourne une define. Je pense qu'il a l'air de retourner quelque chose maintenant. Mais effectivement, là, on voit qu'il a fait son print foobar. Et du coup, je pense que si on reprenait pour l'exemple, je reprends vite fait le code que j'avais tout à l'heure. Je vais mettre un point virgule pour être sûr qu'il m'emmerde pas, mais normalement, il n'y a pas besoin. Et je devrais être en capacité donc de le rebuild. Yes. Et du coup, donc celui-là devrait nous permettre de faire un, Il a mis une majuscule par contre. Ah non, il l'a enlevé ici. Add. Yep. Voilà. Mauvais. Tac. Donc là on voit, voilà, c'est donc là c'est du pur C, donc c'est pas forcément super. On va voir justement en C++ comment aller faire ça. Juste revenir un peu à mon. Alors j'ai une petite slide sur le binding aussi, donc il y a des documentations pour aller voir un peu tous les formats qui sont possibles. Comme dit, ils ont des trucs assez genre les merges, tout ça. Permet de faire un peu des tout ça part un peu loin. Et, mais enfin la plupart du temps, enfin en tout cas j'ai fait toute la liste plus ou moins dans NodeGIP ils ont toute une liste et généralement c'est toujours plus ou moins les mêmes champs. Il y a rarement des trucs où c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel quand il y a des champs un peu plus spécifiques quoi. Dans l'ensemble c'est toujours plus ou moins les mêmes champs que tout le monde utilise. Donc la Node Add-on API, donc ça va être vraiment le module qui va nous permettre donc d'utiliser la NAPI mais en C++, donc c'est beaucoup comme le code de droite que j'ai repris d'un de mes codes de Slim.io. Bon, il n'y a pas tout, hein, mais on voit par exemple, donc là c'est l'init, etc. Donc on va aller refaire la méthode add avec en C++. Du coup ça ira plus vite. Tac tac tac. Ce que je vais faire, hop, je vais juste supprimer oui, parce que là du coup on va vouloir faire du C++ et du coup je reprends dans ligne de commande donc plus tard justement genre mon outil GIP là avec le update il va réussir à il va pouvoir mettre à jour, notamment pouvoir migrer de C à C++. C'est un des trucs que je veux faire, mais là pour le moment c'est la dèche. Il y a pas. Alors donc les headers sont pas du tout les mêmes hein, quand on fait Node Add-on API. Enfin, il faut les télécharger directement sur le package. Parce que déjà il faut que ça soit en lien avec le package, etc. Donc voilà, c'est ces 4 headers là. Et ça sert à rien en fait une fois qu'on télécharge les headers pour Node Add-on API, ça sert à rien de télécharger ceux pour la NAPI séparément. En fait, tout est compris dans le package Node Add-on API. C'est un pack quoi. Faut pas reprendre les headers de la NAPI derrière, ça marche pas quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire quoi. Il va falloir, donc on va juste vite fait, donc il faut qu'on installe aussi, il faut pas oublier, en fait c'est un package, hein, donc il faut qu'on l'installe. Voilà, et du coup, gip-init. Ouais, et bim, et là, en l'occurrence, donc on voit que ici, en gros, il a ajouté il a détecté Node Add-on API, il l'a ajouté lui-même comme il le fallait, que ce soit les includes et en dépendance. Juste, du coup, ça je ferai attention, mais tac.
Et du coup là ça va être beaucoup plus simple. Je suis capable de le faire à la main. Donc moi j'aime bien utiliser en namespace directement sur C++. Peut-être je suis un hérétique, je sais pas. Les développeurs C++ me le diront. Mais en tout cas je trouve ça vachement stylé. Donc déjà rien qu'en syntaxe c'est beaucoup plus, enfin on a déjà un peu plus l'impression d'être sur un truc plus accessible. Donc là après on pourra faire nos exports ici avec le donc export qui est un objet du coup et ici il nous suffit de ouais voilà tac donc binding et init. Donc par exemple je pourrais faire une méthode je sais pas print comme tout à l'heure. Donc là on va reprendre l'env, donc ça va nous permettre de il y a pas mal de trucs sur pas mal d'infos sur l'environnement, notamment on va pouvoir l'utiliser genre ici si je veux retourner undefined à la fin, imaginons parce que la méthode retourne undefined. Tac. En fait, il y a pas mal de choses. On peut retourner nul, on peut retourner pas mal de choses. Et l'environnement sera nécessaire à chaque fois que vous créez des nouveaux objets, enfin, n'importe quoi. En fait, à chaque fois, il faudra repasser l'environnement de la méthode. C'est un peu comme c'est une carte d'identité du scope, etc., quoi. Et donc, je voulais... Ouais, print, il va... du coup, il nous faut... si je dis... C'est IOStream, si je dis pas de conneries. Pour faire laisser out. On veut lui passer un message. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que sur C++, du coup, on a... on peut donc soit aller récupérer directement l'info. Mais on peut éventuellement... juste que je fasse pas de conneries. Ouais, c'est as. Là, c'est... Tu vois, c'est ce que je te disais. Après, genre, est-ce que c'est une mauvaise pratique ou pas, genre... Et donc là, je vais récupérer l'UTF-8. Hop. Et qu'est-ce que ça renvoie à un string, un std string. Si tu veux rester dans le rési, mais auto. C'est pas faux. Auto. Alors, auto, c'est pas de l'hérésie par contre, hein, c'est juste de l'inférence de type, c'est parfaitement legit en C++. C'est legit, mais il y en a qui aiment pas parce que tu dois lire le code pour savoir quel est le type qui... Enfin, tu dois connaître l'API pour savoir quel est le type qui est retourné. En tout cas, la plupart des développeurs que je connais, ils ont aucun problème avec auto. Hein. Alors, ils pourraient pas travailler sur Node.js. Sur le code C++ de Node.js. Hop là. Voilà, si je sais encore développer, on devrait être plus ou moins bon. Donc là, il faut, par contre, il nous faut exporter notre méthode. Donc on va l'appeler print. Bon, c'est pareil, c'est surchargé et tout, donc on n'a pas forcément. Il y en a beaucoup ici, ils vont faire un nouveau string comme ça, mais moi j'aime bien. C'est pareil, c'est sûrement hérétique, mais j'aime bien. J'aime bien passer directement le print. Par contre, pour la fonction, il faut créer une nouvelle fonction. Donc on lui passe l'environnement et on lui passe donc notre fonction comme ça. Donc c'est plutôt, c'est assez propre. Par contre, tu dois faire using namespace std aussi pour le cout. Si, pas faux, ouais. C'est parce que j'ai l'habitude de... En fait, je use namespace std aussi. Dans mes codes. C'est vraiment le pire, le using namespace std.
Attends, T'importes tu combien vois. de centaines de fonctions quand tu fais ça? Bah, en soi, tu les importes pas les fonctions, puisqu'elles sont. Enfin, ouais, ouais. T'as combien de trucs dans ton scope que tu peux utiliser sans le savoir? C'était dans le fichier header, ça. Pas de souci. Bonne soirée. Après, je me demande si j'ai pas oublié de rajouter. Je me demande s'il faut pas que je fasse un. Parce que là, je me demande s'il me manque pas un string ou quelque chose. Dans les headers, là. Je suis pas sûr, mais. Ça me paraît bizarre le NAPI exception. Apparemment, tu dois set cette macro dans ta configuration. Ah. Alors bouge pas. Ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est pas encore. Parce que j'ai mis à jour Node.js il y a pas longtemps. Parce que je sais que dans mes binding.gib j'ai des configs en fonction des. Mais ça me paraît très bizarre. Je pense pas que. Parce que j'ai des flags aussi. J'ai dû les reprendre à l'époque d'un tutoriel qui parlait de les avoir, mais j'ai des doutes que ce soit ça, parce que là sur le coup. Ouais, c'est pas ça, c'est qui me semblait. J'ai pas fait d'erreur, non, ouais, c'est bien point. Ici, il est bien bon. J'ai peut-être juste oublié, vu que là je l'ai écrit à la main, ça se trouve, tu sais, j'ai oublié un truc à la con. En tout cas, dans les exemples de Node Add-on API, il define disable CPP exception dans le binding.gip. T'as un code, enfin t'as un lien là, c'est dans la doc NAPI? C'est dans la doc Node Add-on Examples. Ah ouais ça... Je t'ai mis. Yes. Ah ouais, effectivement, genre en plus c'est pas d'hier, enfin c'est récent, enfin, c'est pas récent merde putain. Mais même parce que en plus je l'ai même pas, tu vois, genre sur mes autres codes, c'est ça qui me paraît un peu chelou. Il faudrait que je regarde. En plus, ça, c'est des exclusions, je crois. Il faudra que je regarde un peu plus en précision ça aussi. Je sais pas vraiment à quoi sert le. C'est pas le même. What? Les petits deux de. Non. Tac. Bizarre, en fait, j'ai jamais eu cette erreur. Attends, je l'ai bien. Pourtant, je l'ai bien. Ah, attends, parce que du coup, je pense qu'il faut reconfigurer. Ouais. Je me dis, tu vois, j'ai aussi un petit peu l'habitude, tu vois, genre des trucs où j'ai déjà galéré 30 minutes. Faut pas, quand on modifie le binding.gib, du coup, faut pas oublier de refaire des configures. Et les premières fois, j'ai passé pas mal de temps aussi, puisque j'ai totalement zappé de reconfigurer ces trucs tellement cons. D'accord, ok. Je regarderai un peu plus dans la doc aussi, ça me paraît bizarre.
Du coup, je vais tester. Hop. Yes. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on peut... ici, éventuellement, on peut checker la range. Par exemple, le nombre d'arguments. On peut claquer une erreur comme ça. Intro sur JavaScript. Et ici, du coup, faut pas oublier de retourner. Faut pas oublier de faire le return, sinon ça continue. Du coup, éventuellement, si on voulait aussi vérifier, parce que, là, on récupère, si on voudrait faire des, comme en JavaScript, être un peu plus, faire attention au type qu'on a. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est eString, ouais. Plutôt reverse. Par contre, j'ai pas. Si, ouais, je voulais être sûr. Hop. Ouais, surtout que moi je connais pas trop Napi, mais j'imagine qu'il n'y a pas de coercion. Si on passe pas une string, ça va faire quoi? Je pense que ça va faire une très grosse. Je pense que ça va claquer une erreur. Mais d'ailleurs, on pourrait tester. J'ai pas besoin de commenter puisque de toute façon j'ai pas build. On va tester ça. Ça va, ça reste. ça reste. Quand même. C'est propre quand même. Mais ouais, ça va, à mon avis, il doit trop. À ce moment-là, avec le as, au moment, il doit trop parce que le type est pas bon, quoi. Ouais. C'est mieux qu'un crash, quoi. Donc, on n'a pas de nom d'argument, mais. Je sais pas pourquoi je mets un M majuscule. Imaginons que ce soit le nom de la must be string. Voilà, hop. Donc il y a aussi on peut en fait il y a une différence aussi, on peut trop donc sur JavaScript, mais on peut les trop au niveau du C, etc. Mais ça a l'air un peu plus compliqué, c'était un peu touchy, j'ai pas tout compris. Mais vaut mieux les trop côté JavaScript parce que côté C ça fout un peu le bordel. Je pense qu'il doit y avoir des utilités, mais personnellement à mon niveau j'ai pas trop vu. Mais voilà, donc là ça nous permet de checker bim, est-ce que c'est bien une string, on troll l'erreur ou pas, donc on est sûr qu'on a bien les arguments qu'on veut. Et du coup après il nous suffit de récupérer, donc avec as on récupère, et après il y a un tas de méthodes, n'importe quel soit le type, ça nous renvoie le type en C, quoi, en C++. Donc avec un add, ça serait la même chose, on récupérerait 0 et 1, mais au lieu de mettre un string, on mettrait un number, et on doit avoir un double value, donc là je pourrais regarder, parce que du coup on peut... Number... Ouais, c'est ça. Du coup, quand on a des chiffres, du coup ça nous retourne... des doubles, il y a plusieurs méthodes, quoi. Après c'est à nous de choisir un peu ce qu'on veut avoir, quoi. Voilà, déjà tac, donc ça par exemple c'est un exemple, on pourra avoir juste après un peu les async workers aussi, mais voilà, en fait c'est ultra simple. Après c'est tout le temps plus ou moins la même chose, quoi. On vérifie les arguments et on fait nos trucs, quoi, après derrière. Il y a juste les async workers du coup qui sont un peu spécifiques. Je vais en faire un vite fait. J'ai vite fait un template, parce que ça j'ai évité de faire les erreurs.
Donc voilà, donc après je suis pas super à l'aise avec la syntaxe des classes en C++ que je trouve horrible à initialiser. Je sais pas si vous kiffez ça vous en C++, mais je trouve c'est un peu, je suis pas ultra fan quoi. Mais en gros, hein, le truc donc avec les async workers, il y a plusieurs trucs à savoir et moi je me suis fait grave avoir au début. Donc on va essayer de refaire le même code mais avec l'async worker. Mais en gros, donc déjà de base, l'async worker il prend que des fonctions, donc que en mode callback. En gros, pour le moment, il n'y a pas de support. Enfin, c'est en cours, c'est encore en cours. Il y a la pull request qui est en cours. Ils veulent sortir. Enfin, après, je sais pas comment ils vont le faire à terme. Hein, c'est pas encore sorti, donc on sait pas. Hein, mais pour le moment, en gros, il n'y a pas de promise qu'on peut. Enfin, il y a des mecs qui ont fait des codes un peu chelous pour essayer d'aboutir à des promises, mais franchement, ça part en usine à gaz. Donc pour le moment, il n'y a que le support des callbacks, donc on peut faire que des callbacks, on peut pas faire encore des promises. Il y a bien les promises, mais on peut pas avec un async worker en fait faire une promise de manière simple. C'est pas vraiment supporté. Et donc Ouais. ouais. J'imagine qu'en JavaScript, après, tu peux faire un promisify sur ta fonction. Ouais, carrément, bah nous c'est ce qu'on fait. Enfin, moi personnellement, j'utilise le call. En fait, j'ai refait des fonctions par-dessus, justement soit pour gérer. Des fois, j'ai besoin de gérer des trucs en plus dans ma fonction, tu vois. Mais en fait, je réappelle simplement le callback et enfin, j'ai refait des promises quoi. Mais ouais, tu peux Ouais, ok. carrément, tu peux du coup les promisify. C'est pas un, enfin, tu vois, pour moi, c'est un faux problème. Bon, ce serait mieux si on pouvait faire des promises, du coup, tu vois, genre nous, tu vois, ça nous oblige en fait à avoir fait du code un peu supplémentaire alors qu'on aurait pu s'en passer s'il était directement dans le CPP, quoi. Mais bon, c'est un détail, franchement, c'est pas très grave, quoi, en soi, c'est pas la mort. Mais je le précise, quoi, parce que, genre, bah, moi, en fait, du coup, j'ai cherché pendant un petit moment pour essayer de faire une promise, quoi, mais c'est vraiment. Il y a des mecs qui ont fait des codes, mais genre, vraiment, ça part dans une centaine de lignes pour juste faire une adaptation quoi, entre la fonction, le promise et tout, enfin c'est la PLS quoi. Et il y a une pull request en cours justement pour faire ça quoi. Et donc voilà, donc petite précision sur ça. Il y a un autre truc où j'ai passé beaucoup de temps et je me suis pris la tête, j'avais pas du tout compris, même avec la doc, hein, en fait j'avais pas du tout compris ça comme ça, mais en gros on a donc deux méthodes de base, mais il y en a une troisième qui est on error, mais par défaut elle gère les erreurs toute seule. Mais on a execute, donc là où notre code va être exécuté. Donc par exemple là où on pourrait faire euh, typiquement notre Hello World quoi. Mais là-dedans en fait on peut pas du tout faire, il faut surtout pas, on n'utilise pas de NAPI dedans, il n'y a pas de call NAPI à l'intérieur. Et donc moi ça au début j'avais pas trop capté et je me demandais en fait un peu comment c'était géré. Mais du coup, ici, oui, il n'y a pas de NAPI. Ici, il faut vraiment réassigner Il nous faut des membres dans notre classe avec des types classiques. Et ça sera une fois dans onAuth où on pourra faire la réponse de fin. Donc en appelant notre callback, on appelle le callback. Donc là, je lui passe nul parce qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Et on lui passe la réponse. Bon, là, il y a rien. Enfin, il me faudrait soit qu'on lui passe. Juste histoire de dire que ça soit valide. Mais ici, on lui passe donc la valeur, un objet à répondre, comme un callback classique, quoi. Et ici, quand il y a une erreur, en gros, ici, en fait, on peut appeler, on a 7 erreurs. Et donc voilà, ça prend une string, genre, on s'en fout. Mais en gros, quand vous appelez 7 erreurs ici, ça va automatiquement enclencher l'erreur du callback. Donc on n'a pas à s'en préoccuper. Et potentiellement, si on veut on peut en fait en gros réécrire la gérer plus ou moins nous-mêmes quoi. Et ici, on peut éventuellement regérer l'erreur. Je sais même plus comment on la retro éventuellement. Je sais pas si j'ai des codes ici où je le fais. Mais en gros, la on error, ça va vraiment nous permettre de. J'ai pas de. Je dois en avoir d'autres parce que c'est vraiment pas pratique. WinService, c'est quasiment sûr que je dois le faire. Hop.
voilà. Parce que, voilà, par exemple, c'est un exemple, mais donc dans mes codes WinService, en fait, je peux avoir des erreurs, mais c'est tout le temps plus ou moins les mêmes choses avec des erreurs codes qui sont tout le temps la même chose. Donc, en fait, à chaque erreur, et ben, je vais aller récupérer. Donc là, c'est l'API WMI, enfin, avec les get last error, tout ça. Je vais aller récupérer l'erreur code, le dernier error code, un peu comme error no sur Unix. Je vais aller récupérer, je vais aller voir ce que l'error code automatiquement veut dire et je vais reconstituer le message de fin et ouais voilà on renvoie on réappelle le callback avec l'erreur et du coup ça me permet pour toutes les erreurs en fait ça va aller rechercher l'erreur code et ça va refaire donc c'est vraiment si vous voulez genre vous avez des trucs génériques et vous voulez les retraiter à chaque fois avec plein d'informations. Donc, par exemple, sur Unix, j'ajoute l'erreur no automatiquement, etc. Enfin, c'est pas nous dans le message d'erreur, on l'ajoute pas, quoi. Je mets juste mon message et après, derrière, ça fait le traitement tout seul. Mais par défaut, au pire, de base, c'est pas nécessaire. Ça va faire. Il n'y a pas besoin de le faire, de le mettre forcément, quoi. Donc là, en l'occurrence, si on voudrait donc récupérer. Il faudrait pas qu'on fasse comme ça, on va faire un peu plus simple. Mais en gros, imaginons on oublie un peu ça parce qu'on va éviter de se prendre trop la tête, mais il faudrait le faire en théorie. Donc il nous faut du coup récupérer le callback qui du coup il n'est pas à la position, il est à as. Là on récupère notre fonction, on a toujours donc notre string qu'on souhaite récupérer et ce qu'il faut c'est appeler donc le worker, donc là on va le rename, non j'écris n'importe quoi, print worker. Va juste falloir que je rajoute ma string après. Mais en gros, je crée un nouveau worker et dans les workers, vous avez donc queue. En gros, le queue et la méthode va continuer, ça va retourner undefined, mais ce qui est normal, c'est que après, voilà, c'est la méthode vous retourne et le traitement va se faire en asynchrone de son côté. Donc on récupère notre str, tout ce qu'il faut, c'est juste de pouvoir le passer alors que je fasse pas d'erreur parce que dans les classes C++ je suis en PLS et c'est ici qu'à chaque fois je sais plus, il y a une histoire de je fais une virgule, il me faut un membre déjà. Faites du C++, tac. Il y a un truc comme ça. Je sais pas, toi Targos, t'as fait un peu de C++, je suis assez... Je suis vraiment... Toi aussi. Mais je crois par contre, j'ai quand même l'impression que t'as un risque de memory leak, là, comme tu fais ton new print worker. Ah ouais? À moins que je me trompe, quand tu fais new en C++, tu dois faire delete pour libérer la mémoire. Franchement, je crois que j'ai dû les prendre des exemples en fait dans la doc officielle. Not add-on. Attends, je vais revérifier. Mais ouais, il y a moyen, parce que là... Je sais plus d'où... Mais ouais, c'est dans les exemples, je pense qu'ils font comme ça, tu vois, donc je me suis pas trop posé de questions, j'ai refait comme ils avaient fait. Mais ouais, faudrait vérifier, quoi. Est-ce que c'est clean ou est-ce que c'est dans la heap, j'en sais rien. Je suis pas trop... sur ça, je suis pas trop ouf, quoi. Bon, je dis peut-être une grosse connerie. Ouais, mais voilà. Je sais pas. Mais je vérifierai. Genre, c'est vrai que c'est des trucs. Donc, comment on fait? Ouais, c'est ça. Ouais, faut. Cette syntaxe
J'ai vraiment du mal avec cette syntaxe là dans les classes. Et j'ai juste oublié ça quoi. T'es pas obligé d'utiliser cette syntaxe. Ah ouais, je gère parce que je fais que ça. Ok, Alec. Mais du coup voilà, enfin là on pourrait faire, c'est totalement débile hein, de faire un Hello World dans un dans un async worker. Mais du coup genre ici on pourrait récupérer, enfin si on fait des traitements on peut récupérer des informations dans notre classe pour pouvoir justement après les rebalancer par exemple. Genre ben, ici on pourrait après, on s'en fout hein, c'est bidon hein, mais Et donc là, en fait, le execute, il sera exécuté dans un autre thread. exactement, en fait, lui, il est exécuté dans un thread séparé, donc qui est en dehors de l'event loop. Donc, et forcément, on peut pas, on a accès à rien que ce soit de la NAPI ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est du code pur, quoi. On peut pas aller, enfin, il n'y a pas d'interaction avec l'event loop ni rien dans execute. Et ça, j'avais pas compris. Justement, j'étais en PLS au début parce que bah, j'ai essayé d'interagir avec les, enfin, de faire des interactions, quoi. Mais c'est impossible. Donc, il faut vraiment. Là, par exemple, je récupère mes valeurs dans ma classe. Et après, effectivement, je peux éventuellement aller renvoyer les dites valeurs euh, en les récupérant. Enfin, comme ça, genre, bim, hop. Et du coup, là, hop, c'est bon, j'ai bien. Bon, là, c'est bidon, hein, mais bien évidemment, tout le temps. Mais avec un vrai. On récupère les valeurs, on les stocke dans la classe. Et après, une fois on-hoc, on va retransformer ces valeurs qu'on a récupérées avec. Comme on aurait fait en temps classique, quoi. Et pour les renvoyer à notre callback, quoi. Mais tout ce qui est. C'est ça, quoi. Tout ce qui est dans execute, c'est totalement séparé. Et c'est dans la partie on-hoc qu'on réinteragira avec avec la NAPI, quoi. Ouais. J'ai dû sûrement... Ouais, je dois avoir une erreur quelque part. Attends, je vérifie juste que j'ai fait une bonne syntaxe. Il manque pas un espace avant le privé? Enfin, en retour à la ligne? Non, je crois que ça changera. Je crois que c'est en fait c'est ici là. Enfin dans. C'est normal, les accolades après le async worker callback. Ah. Ah ah! Ah, c'est ça. Putain. Et je crois. Attends, il y a une virgule ou il y en a pas? Ah, mais si, il y a une virgule. Oulala. Ah, c'est. En fait, là, on appelle le constructeur parent en même temps que celui. Ouais, c'est bizarre comme ça. Ouais, c'est vraiment bizarre. En fait, j'ai vraiment du mal. Mais c'est comme ça que. Je sais pas, ils ont l'air de tous faire comme ça. Donc je me dis, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde copie-colle l'exemple officiel. Mais personne ne comprend. Ah oui, putain, je suis bête. Il faut que j'ajoute. Du coup, ma chaîne de caractères. Hop. Du coup, pas besoin de console log quoi que ce soit. Enfin, si on le console log, non. C'est une fonction déjà, pour commencer. Tu peux passer console log comme callback. Directement, même avec erreur. De toute façon, là, on n'a pas d'erreur. Donc, On fait du code qui fonctionne, nous, monsieur. Bah, comme ça aurait logué l'erreur aussi pour montrer qu'il n'y en a pas.
Voilà. Bravo. Oh, alors maintenant, ce que tu peux faire, s'il te plaît, en benchmark sur ton print par rapport. Les gars, C'est par rapport à quoi? bah, par rapport à un console-log normal, tu vois, parce que le console-log normal, c'est Ouais, mais ça serait, comme dit, un exemple bidon là, parce que là, ça sert à strictement à rien, tu vois, mais. Je veux dire que ton exemple de 1 plus 1 écrit en 30 lignes de C, il est pas plus rapide que 1 plus 1 en Non, mais JavaScript. attends, c'est parce qu'il a pas fait en asynchrone. S'il avait fait que ça se lançait dans l'autre peut-être que- Non, mais forcément, enfin, c'est pour ça. Déjà, avec le temps entre passer enfin, du JavaScript, tout ça, genre, c'est déjà, on est fusillé, quoi, mais. C'est pour l'exemple, quoi. Et voilà, bon, grosso Un modo, exemple concret dans tes projets, yes. pour quoi faire tu as eu besoin d'un async worker? Pour tout. Attends, j'essaie de trouver enfin, un truc un peu plus simple. Parce que eux, ils ont beaucoup, les autres, ils ont beaucoup d'implés. Hop. Yep, tu vois, ça c'est plutôt. C'est pas mal, ça. C'est. Donc ça Non. veut dire que c'est quoi? Get performance info, la Ouais. fonction importante là. Cette fonction-là, elle bloque pendant un Ouais, temps non elle va négligeable. bloquer pendant un temps qui est non négligeable. Ce qui peut paraître, d'ailleurs, franchement, la plupart des calls, genre, c'est en microsecondes, hein, pour être sincère. Enfin, en microsecondes de Node.js. C'est-à-dire que, enfin, par rapport, parce que je benchmark pas mal nos trucs, la plupart du temps, genre, ça prend vraiment des microsecondes. C'est des API bas niveau très rapides, tu vois. Mais, tu vois, rien que enfin, le temps qu'elle va bloquer, en fait, c'est plus rentable de le faire dans un async worker puisque bah, bien évidemment, enfin nous par exemple dans le produit de supervision, enfin plus il y a des choses qui bloquent l'event loop, plus ça va éventuellement décaler nos temps de supervision, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Donc on fait assez attention puisque là il y a bon là ça reste encore assez simple, enfin c'est assez basique quoi. Mais effectivement il y aura pas mal de code comme ici tu vois ici, enfin ça va récupérer, c'est exécuté dans je sais plus quelle partie. Mais là, par exemple, ici, tu vois, genre, va y avoir pas mal de trucs qui vont être faits, etc. Donc, effectivement, enfin, c'est plus rentable de le faire parce que sinon, bah, il y a certains calls qui vont prendre quelques millisecondes, donc, bah, forcément, ça fout le bordel, quoi. S'ils sont pas dans des async workers, ça va bloquer l'event loop, quoi. Après, c'est vraiment, enfin, par exemple, dans les calls qui sont en microsecondes, enfin, c'est pas forcément obligatoire de faire un async worker en soi. Enfin, ça dépend en fait de ton projet, quoi. Genre, si t'es OK, genre si c'est un serveur HTTP, bon, je pense que si ça bloque quelques microsecondes, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très important. Enfin, je pense pas que ça soit très très grave. Euh, Ça dépend vraiment, je pense aussi de la nature du projet. Mais en tout cas, il y a des calls. Je pense peut-être plus, peut-être tout ce qui est interface. Euh, Enfin, il y a pas mal de. Enfin, d'ailleurs, j'ai fait une classe pour ça, mais en gros, c'est un tas d'API successives. Tu vois, par exemple, pour les interfaces, il y a tout ce code-là, tu vois, pour récupérer tous les trucs, et il y a pas mal de books, pas mal de choses. Donc, effectivement, genre, enfin, ça va vite Enfin, tu montes vite à des traitements qui sont de 1 à 2 millisecondes, mais c'est déjà suffisant pour Enfin, c'est déjà catastrophique s'ils sont pas dans un async worker, quoi. Voilà. Voilà, Ok. voilà, voilà. Je pense qu'il est aussi plus simple de récupérer en C, genre la liste des disques que via Node, non? Ou pas trop? T'entends quoi par récupérer? Enfin, Sur plus simple. Windows, il n'y a pas d'autre solution, je crois. Ouais, Bah, oui, par sur exemple, Windows, t'as pas le choix. Après, sur Linux. Sur Linux, sur Ou Linux, genre, il y a des fichiers partout, tu peux faire un ls, c'est bon. ou genre taper dans Regedit sur Windows, je pense que c'est beaucoup plus simple aussi avec C que du Node, quoi. Donc, Ah, ouais. c'est pour ça, j'imagine que t'as fait enfin, t'as fait des bindings, quoi. Ah ouais, non, mais de toute façon, genre, ils sont. Enfin, sincèrement, genre, même moi, je suis. Enfin, là, par exemple, tu vois, genre, enfin, on a quasiment tout fait. En fait, il manque que les event logs. Sur Windows, il manque quasiment que ça. Et bah, du coup, ouais, c'est beaucoup plus simple. Enfin, t'as juste à appeler tes méthodes qui te retournent directement. Genre, là, par exemple, c'est toutes les infos sur les services
Et tu vois, à ce niveau-là, bon, ça va, franchement, tu vois, les API de Windows, enfin, la plupart sont ultra bien documentées. Après, par exemple, bah là, EventLog, je suis en PLS, tu vois, il faut faire genre 300 lignes de code, ou WMI, certains trucs. Des Windows, des fois, c'est bien, des fois, c'est la mort. Vraiment, ça dépend de si les API sont vieilles ou pas, quoi. Mais effectivement, ouais, sur Windows, t'as pas le choix. C'est pareil, les API des drives, tu peux pas les récupérer, ou alors il faut que tu fasses, enfin, faut que tu fasses du shell, quoi. Mais nous, c'est pas notre objectif. Lancer des commandes, c'est pas notre objectif. Puis c'est galère parce que des fois, est-ce qu'il y a PowerShell, est-ce qu'il y a pas PowerShell, il y a PowerShell SE, enfin, tu vois, c'est. Mais du coup, toutes les API que tu utilises, elles sont de base dans Windows, ou bien il faut installer des SDK ou des trucs dans Euh, faut qu'on pousse, on doit encore pousser les tests, mais enfin, nous, en tout cas, faut qu'elles soient c'est de base, quoi. Normalement, t'as pas à installer de trucs supplémentaires, ou alors c'est quand c'est fail, enfin, qu'il manque un truc dans le point node. Mais de base, elle devrait être présente. Ou alors, si t'as un problème, c'est il manque une mise à jour. Après, enfin, il faut qu'on teste aussi sur les Windows users, parce que nous, notre cible, c'est des Windows Server avant tout, tu vois. Parce que bah, forcément, c'est pour de la supervision de production, donc c'est que des Windows Server qu'on a. Donc après, faudrait vérifier. Tu développes pas avec un Windows Server. Genre là, par exemple, j'en ai beaucoup testé sur Windows 10 et Windows. Je les ai testés en fait sur le dernier Windows Server 2016 R2. Mais par contre, je dois faire des tests sur les autres Windows en fait. Mais on a eu des problèmes avec nos machines. Je les ai pas testés. Je sais plus c'est quoi les autres versions. Il y a 2008, mais il y a des versions qui ont été deprecated depuis. Enfin, il y a des délires. Bref, ouais, l'objectif c'est avant tout que ça fonctionne de base sur un Windows Server, quoi. Mais normalement, pour répondre à ta question, normalement t'es censé rien installer. Enfin, c'est censé être de base. C'est des API genre on utilise. Enfin, pour le moment en tout cas, j'ai pas utilisé d'API chelou. Mais c'est que des API qui sont là depuis le tout début, quoi. Elles sont même compatibles XP et avant. Oui, je crois qu'il y a même des API Windows 2000, je sais pas quoi. Enfin, Ouais, je les utilisais en auto-IT, des scripts à l'époque. Mais de toute façon, maintenant, ça, c'est. Enfin, nous, après, tant qu'elles sont compatibles avec les. Enfin, parce que XP, c'est des precated, quoi. Le client qui nous dit on veut un support, je dis non. Mais ouais, voilà. Mais c'est censé. Je crois justement, Windows fait pas vraiment de breaking change dans ses API. Donc, non, ils les changent, les API, en fait, elles évoluent. Et c'est pour ça qu'ils mettent des underscore X, machin, tout ça, c'est vraiment. C'est allé. ouais. Mais elle fonctionne. Si tu utilises. Excuse. Ouais, vas-y. Si tu utilises une API qui existe dans Windows XP, elle fonctionnera dans toutes les prochaines versions de Windows Ouais. Dans le futur. Ouais. Mais c'est franchement, c'est. Je te dis, hormis vraiment quelques API spécifiques de Windows qui sont très galères à utiliser parce que bah, elles sont vieilles et tu sens que ça a été fait il y a longtemps. Dans l'ensemble, quand même, la plupart des API sont plutôt bien documentées, quoi. Enfin, franchement, ça a été, genre par exemple, WinDrive, j'ai pas galéré, ça a été tu vois, t'as les énumérations, tout ça. J'ai trouvé, enfin, c'est pareil, j'ai trouvé des exemples complets. Enfin, franchement, sur certains trucs, genre, franchement, on peut pas cracher. Genre, les docs, elles sont monstrueusement complètes. Ça a été ultra simple de faire le truc, quoi. Mais après, t'as des API, genre Win pour les logs, genre. J'ai toujours pas réussi, en fait, hein, parce que c'est la galère de ouf, quoi. Genre. Tu vois, même lui il veut pas. Et j'ai toujours pas terminé parce que. En gros, genre, tu vois, genre là, j'ai toujours pas. En fait, ça, c'est pour aller read le nom de l'event log. C'est boilerplate, ça. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Genre là, tu vois, c'est totalement horrible. Et là, sur les Windows Event Log, le problème, c'est qu'il y a eu des évolutions et des changements. Et il y a des API, en fait, à partir de 2008 qui ont changé. Enfin, en tout cas, ils ont sorti d'autres API. Et les docs, c'est le bordel. Enfin, par exemple, genre, j'ai réussi. En gros, là, ils te donnent pas les noms. Genre, ça, c'est les noms en fait des champs. Et j'ai cherché pendant plusieurs heures. Et j'ai pas trouvé de documentation qui me donne tous les noms. Elles doivent exister quelque part, etc. Mais
Genre là, pour le coup, bah, c'est horrible, quoi. Genre, en fait, il y a que dalle d'informations, quoi. Euh, Sans parler des forums où les mecs, enfin, parce que c'est pareil, après, dans les trucs en C et tout, c'est un peu, genre, les mecs, qui répondent, mais en mode... enfin, c'est un peu comme si t'étais un expert, quoi. Ils disent, ouais, ouais, non, mais comme ça, tu fais plus ou moins ça, sauf que, bon, c'est pas forcément très accessible. Euh, à la différence sous Linux, etc., enfin, c'est plus simple, quoi, parce que tu utilises les fichiers, etc. Même Unix, ça va, enfin, ça dépend après des trucs, mais c'est c'est plutôt pas mal. Le délire avec Unix, par exemple FreeBSD, genre j'ai utilisé un truc, genre l'année c'était avant les années 2000, quoi. Genre, donc bon, tu sens que pour avoir une documentation, fallait courir. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Tu sens que c'est des choses, il y a des trucs, c'est ultra vieux. Et tu sens que les dernières ressources, ça date de bien avant les années 2000, des fois. Genre, et t'as des petits problèmes comme ça, quoi. Ok. 22h30. Bon, ok, c'est déjà pas mal. Je vais